Et si on testait l'iPad Pro 2020 sur Frandroid? C'est Ulrich et je vous propose de vous donner mon avis sur l'iPad Pro en tant que tablette tactile, mais aussi en tant qu'ordinateur parce que j'ai remplacé mon PC de bureau Windows 10 ainsi que mon MacBook Air par un iPad Pro pour travailler pendant plusieurs jours. Allez, c'est parti! Voilà donc l'iPad Pro 2020. Alors pour commencer, je voulais rapidement vous expliquer qu'est-ce que l'iPad Pro parce que c'est une gamme de produits qui est finalement assez peu connue. L'iPad Pro 2020, c'est une tablette haut de gamme d'Apple qui existe en deux tailles, 11 pouces et 12,9 pouces. 12,9 pouces de diagonale, c'est vraiment une grande tablette, c'est l'équivalent de la taille d'un écran d'un MacBook Air ou d'un MacBook Pro 13 pouces. C'est un écran IPS LCD qui est excellent, une référence chez Apple. On pourrait regretter que ça ne soit pas un écran OLED ou mini LED, parce que les rumeurs en parlent et continuent à en parler année après année. On y arrivera sans doute. Néanmoins, on peut certifier que cet écran IPS LCD est excellent. Il a d'ailleurs un taux de rafraîchissement aussi, qui augmente jusqu'à 120 Hz. Ça, c'était déjà existant sur l'édition 2018. Et c'est très agréable, ça rend l'expérience beaucoup plus fluide. Pour le coup, l'écran est excellent. Moi, j'apprécie vraiment son intégration avec ses bordures rondes dans les coins. Voilà, j'ai vraiment peu de choses à dire par rapport à cet écran. L'autre chose importante sur l'iPad Pro, c'est la puissance. L'iPad Pro profite d'une puce ARM qui s'appelle l'A12Z, qui est très similaire à l'A12X qui était sur l'édition 2018 de l'iPad Pro. C'est une puce ARM comme celle que vous retrouvez dans vos smartphones, que ce soit un iPhone ou un Samsung Galaxy ou n'importe quel téléphone Android. Et elle a un refroidissement qui est dit passif, c'est-à-dire qu'elle n'a pas besoin d'un ventilateur, d'un refroidissement actif. Et c'est d'ailleurs très impressionnant qu'Apple atteigne ce type de performance avec l'iPad Pro sur un processeur en fait conçu initialement pour des smartphones. Apple évoque une performance similaire à ce qu'on retrouve sur un MacBook Air, c'est-à-dire une puce Intel Core i5 double cœur, voilà, dual core. Ce que je peux vous dire, c'est que cet iPad Pro est très puissant. D'ailleurs, je pense que la plupart d'entre nous n'ont même pas besoin d'autant de puissance sur cet iPad. Et effectivement, c'est vraiment impressionnant de voir Apple intégrer ce type de puce qui est vraiment en avance sur son temps dans ce type d'appareil. On pourrait regretter que l'évolution entre l'édition 2018 et 2020 soit très mince, parce qu'en fait c'est la même puce. Selon les rumeurs, Apple aurait réveillé un cœur graphique sur l'A12Z, et l'iPad Pro 2020 aurait des meilleures performances graphiques. Ce qu'on peut dire, c'est qu'au global, c'est la même expérience, c'est la même fluidité et la même puissance que l'iPad Pro 2018. L'autre chose, c'est ce que j'appelle moi un studio tout en un. Studio tout en un parce qu'en fait, elle a différents capteurs, etc. qui peuvent être utiles pour créer ou pour communiquer. À l'arrière, et ça c'est une nouveauté, on a désormais deux caméras. On a une caméra grand angle, qui est l'équivalent d'une caméra qu'on trouve sur un smartphone, voilà, plutôt haut de gamme, et on a une caméra ultra grand angle, qui est la nouveauté de l'édition 2020. C'est intéressant parce que ces caméras capturent de la vidéo en 4K à 60 images par seconde. Alors, n'utilisez pas l'iPad Pro pour remplacer votre smartphone pour faire des photos, pour moi c'est inutile, néanmoins c'est un outil de productivité, de création, et avoir de telles caméras à l'arrière, c'est très intéressant pour ça. L'autre chose intéressante, c'est les microphones. Ils sont au nombre de 5 et ça, c'est une nouveauté de l'iPad Pro 2020. Apple évoque une qualité studio d'enregistrement de son. Ce que je peux vous dire, c'est que pour un appareil grand public, un appareil électronique grand public, c'est une qualité de son qui est top. Moi, elle me fait penser à celle qu'on a pu observer et entendre, on va dire, sur le MacBook Pro 16 pouces de 2019. Et très peu d'appareils grand public sont capables d'enregistrer du son d'une telle qualité. On a également les haut-parleurs. Les haut-parleurs, ils sont au nombre de 4 sur l'iPad Pro. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est que l'iPad est capable de connaître exactement l'orientation de la tablette, quand on l'a dans les mains ou posée sur une table, et donc va ajuster l'utilisation des haut-parleurs pour avoir toujours le même rendu stéréo, quelle que soit l'orientation de la tablette. Et le son est vraiment impressionnant, ça fait partie des appareils pareils. Je me répète, mes appareils mobiles qui ont une qualité de son, de haut-parleurs, vraiment impressionnante. Et ça, pour n'importe quel créateur et n'importe quelle personne qui consomme des contenus audiovisuels, c'est vraiment top. J'ai oublié d'évoquer un autre aspect que je trouve très intéressant pour la communication, c'est la caméra FaceTime devant qui fait 7 mégapixels, elle enregistre en Full HD. Et je peux vous dire, quel que soit l'outil que vous utilisez, que ce soit Slack, Zoom ou Google Meet ou n'importe quoi, c'est une
terrible machine pour pouvoir faire des téléconférences. Faut dire par exemple, à titre de comparaison, un MacBook Air 2020 enregistre seulement en 720p HD avec sa caméra frontale. Donc je peux vous dire que l'iPad est au-dessus de la plupart des machines justement transportables pour pouvoir faire de la visioconférence. Enfin, en parlant de l'autonomie et d'un autre aspect qui est la connectivité, l'autonomie, Apple promet 10 heures, quelle que soit la version, 11 pouces ou 12,9 pouces, c'est la même autonomie que la précédente version. Et la connectivité, la nouveauté qui est très intéressante, c'est la présence du Wi-Fi 6. Alors le Wi-Fi 6, c'est la nouvelle génération de Wi-Fi. Ce Wi-Fi 6, il promet un meilleur débit et une meilleure stabilité. Néanmoins, même si la plupart des appareils ont le Wi-Fi 6, comme l'iPhone 11 ou encore le Galaxy S10, le Galaxy S20, etc., ou moi j'aime bien le XPS 13 de Dell, qui est un laptop qui a du Wi-Fi 6 désormais sur la dernière version. Et en fait, malheureusement, la plupart des routeurs n'ont pas encore le Wi-Fi 6. C'est-à-dire que vous n'allez pas profiter du Wi-Fi 6, mais simplement du Wi-Fi 5 qui est aujourd'hui sur la très grande majorité des appareils. C'est dommage. Néanmoins, c'est intéressant parce que la tablette est quand même une machine qu'on garde 3, 4, 5 ans. Et le fait d'avoir du Wi-Fi 6 permet à l'iPad Pro d'être future-proof, c'est-à-dire être capable de mieux de profiter des nouvelles générations de réseaux sans fil qui vont arriver. Il existe une version cellulaire. La version cellulaire, je suis mitigé sur la version 2020. Je trouve que c'est excellent de pouvoir avoir de la 4G sur un appareil mobile comme un iPad Pro. C'est vraiment top, surtout quand on parle de productivité. Néanmoins, je trouve ça dommage que l'iPad Pro ne profite pas de la 5G. Alors j'en vois certains ricaner derrière votre écran. La 5G, c'est pas disponible. N'empêche que la 5G sera disponible en 2020-2021 et que l'iPad, qui a une durée de vie de 4-5 ans, c'est quand même dommage de ne pas pouvoir profiter de la 5G, surtout que maintenant la plupart des téléphones qui sortent sont 5G, sur Android en tout cas. Comme vous l'aurez remarqué, l'iPad est une excellente tablette tactile. Mais est-ce un bon ordinateur? Ça, c'est la question la plus intéressante. Personnellement, j'ai voulu faire le test, j'ai remplacé mon PC de bureau et mon MacBook Air par un iPad Pro pendant plusieurs jours pour travailler. Mon avis, après quelques jours, c'est qu'en tant que plateforme de productivité professionnelle, l'iPad Pro est une expérience mi-figue, mi-raisin. Mais il est quand même étonnant de voir à quel point l'iPad a progressé depuis l'introduction de l'iPad Pro et particulièrement de la version 2018 de l'iPad Pro. Alors c'est toujours pas macOS ni Windows 10, mais je pense que je pourrais recommander pour la première fois à certains types d'utilisateurs d'utiliser l'iPad Pro en tant que machine de productivité, en tant que machine principale. Je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble l'iPad Pro avec le support du trackpad pour que vous puissiez vous faire un avis. Vous allez devoir être très attentif, mais je voulais vous montrer quelques subtilités qui montrent que le support du trackpad et de la souris, même si on me demandait depuis quelques années, il a pris plusieurs années à arriver sur iPad, il n'a pas été fait n'importe comment par Apple. Premièrement, il y a deux aspects que je trouve intéressants. Regardez, quand vous êtes sur une zone claire, le point rond est foncé, et quand vous êtes sur une zone foncée, le point rond est blanc. Bon. Et l'autre chose, c'est lorsque vous déplacez le curseur à quelques pixels d'une icône, en fait, il va être attiré, un peu comme s'il va s'accrocher comme un aimant, il va le surligner pour vous montrer que en fait, cet élément, il peut être sélectionné. Ça marche sur une icône, mais ça marche aussi sur n'importe quelle interface, un élément d'interface utilisateur. Sur l'iPad Pro, sur iPadOS, sur l'App Store, on a plein d'applications iPad qui sont de temps en temps des versions légèrement plus robustes des applications homologues qu'on a sur iPhone et qui sont des fois des extensions de versions des logiciels qu'on a sur macOS et Windows 10 qui sont malheureusement un peu moins complètes. Je vais vous montrer un exemple qui illustre très bien mes propos. Pour créer des présentations, et des présentations, je parle de slides, de PowerPoint, il existe principalement 3 applications sur iPadOS que vous connaissez qui sont très populaires. Et la première application que je vais ouvrir, c'est celle qui est native, c'est celle qui est conçue par Apple, c'est Apple Keynote. Hop, elle est là. Donc là j'ai Apple Keynote et ce que je peux voir, c'est qu'en fait la version auquel j'ai accès sur iPadOS est une version light de la version macOS. Il y a moins de fonctions, c'est moins pratique, ça nécessite... Alors on peut sûrement atteindre le même résultat, le même rendu, mais je pense qu'on a des fonctions en moins qui permettront d'avoir moins d'animation, d'être moins précis. On peut éditer chaque élément, etc. Comme vous pouvez le voir, grosso modo, c'est quand même moins complet que sur macOS. L'autre exemple que j'ai, c'est l'exemple de PowerPoint. Et c'est celui qui est le plus intéressant pour l'iPad.
c'est pour moi la version la plus proche de ce qu'on retrouve sur Windows 10 et sur macOS. Pour le coup, vous avez quand même un paquet de fonctions et l'interface est vraiment similaire à celle qu'on trouve sur Windows 10 et macOS. Bon, évidemment, il y aura moins de fonctions et pourrait aller moins loin, mais ça permet quand même de produire les documents qu'on veut produire. Enfin, le pire exemple, c'est celui, malheureusement, de Google. C'est Google Slides, bon, qui est quand même beaucoup moins complet que la version qu'on a sur le web. Mais heureusement, avec Safari et, ou encore Chrome, vous pouvez accéder à la version complète web sur l'iPad Pro, parce que l'iPad Pro affiche la version complète des navigateurs, enfin des sites web. Donc vous aurez accès à la même version que celle que vous avez sur votre ordinateur. Ce qui est intéressant, c'est que vous allez, si vous avez l'habitude d'utiliser un macOS, avoir les mêmes gestes et les mêmes fonctions. Quand je suis dans une application, il suffit d'aller sur le bas pour faire apparaître le dock, comme sur macOS si vous avez décidé que le dock se cachait automatiquement et apparaissait automatiquement. Et hop! Pareil, pour revenir, regardez, j'utilise finalement l'iPad comme s'il était tactile. Ce que j'apprécie aussi, c'est le cas sur Keynote, vous pouvez faire un bouton droit. Donc là, j'ai fait un bouton droit avec mes 2 doigts sur le trackpad. J'ai fait un bouton droit. Donc en fait, finalement, on a une expérience qui se rapproche de celle qu'on a sur Windows 10 et sur macOS. Donc globalement, les gestes fonctionnent. Malheureusement, ils ne sont pas aussi intuitifs et fluides. Vous allez devoir vous entraîner, vous allez devoir voilà, passer du temps à utiliser cet iPadOS pour pouvoir prétendre d'atteindre à peu près la productivité que vous aviez sur un MacBook Air ou un MacBook Pro ou sur un Windows 10. La souris, pour moi, c'est inutile parce que vous perdez les gestes. L'expérience, elle sera vraiment moins bonne. Donc, qu'est-ce que je pourrais dire par rapport à l'utilisation de cette souris, de ce trackpad? La première chose, c'est que je regrette quand même que l'iPad se positionne plus comme une alternative simple et efficace à l'informatique traditionnelle. C'est-à-dire que pour moi, l'iPad, c'était devenu soit une machine de loisir pour moi, très pratique à transporter, pour jouer, ce que fait très bien l'iPad 2019, qui est beaucoup moins cher. Et c'était une machine vraiment à destination des jeunes ou des plus vieux qui n'avaient pas tout ce concept de l'informatique, de la souris, du clavier et des systèmes d'exploitation de bureau, on va dire, Windows 10 et macOS plus traditionnels. Néanmoins, ce que je peux vous dire, c'est que même si j'ai du mal à intégrer toutes les subtilités d'iPadOS pour être aussi efficace, je pense que pour 90% des utilisateurs, l'iPad Pro peut devenir une machine principale pour travailler même, pour la productivité, pour une machine pour travailler tout simplement, pour des étudiants ou même pour beaucoup de métiers différents. Avant de conclure, je voulais vous parler rapidement de la réalité augmentée. La réalité augmentée, c'est le produit le plus avancé d'Apple pour la réalité augmentée. Et c'est intéressant parce que j'ai beaucoup douté, moi, de la réalité augmentée. Apple, j'ai l'impression qu'il voit la réalité augmentée comme le prochain boom technologique. D'ailleurs, Tim Cook, j'ai lu dans une interview, pense que ça sera le tournant décisif semblable à l'ouverture de l'App Store qu'il y a eu sur iOS et sur l'iPhone à l'époque. Ce que je pense, c'est que cette promesse du capteur LiDAR, elle n'a pas beaucoup d'importance pour la plupart des utilisateurs. Néanmoins, pour Apple, le fait d'intégrer ce capteur sur l'iPad, ça donne désormais à la communauté des développeurs un appareil avec lequel ils vont pouvoir commencer à créer des expériences de réalité augmentée de nouvelle génération. Et peut-être que dans quelques années, dans quelques mois, j'en sais rien, l'iPhone pourra profiter d'un capteur LiDAR et de la même expérience en réalité augmentée, avec derrière les expériences qui vont avec. Voilà. C'est le point que je voulais dire, c'est que, ok, c'est cool, ça fonctionne mieux. C'est pas aussi précis que on pourrait le penser. Donc pour un professionnel qui a besoin de mesurer les choses de façon très précise, n'utilisez pas un iPad Pro. Voilà. Moi, sur des distances de 1 mètre, 1 mètre 30, je vais avoir 1 cm, 2 cm d'écart, ce qui est inadmissible si vous, par exemple, vous êtes en train de découper une planche de bois. Par contre, c'est encourageant pour l'avenir parce que c'est une machine qui va permettre aux développeurs de créer des expériences peut-être beaucoup plus intéressantes en réalité augmentée. Ici maintenant, on concluait sur l'iPad Pro parce qu'on a dit beaucoup de choses. On vous a parlé de l'iPad Pro en tant que tablette, en tant qu'ordinateur. On vous a parlé du fonctionnement du trackpad maintenant et un peu de l'interface pour vous montrer un petit peu l'expérience qu'on peut avoir en tant que machine de productivité. Ce que je peux vous dire, c'est que initialement, cet iPad, il est quand même entré sur le marché de masse de l'informatique pour toucher des générations plus jeunes ou plus âgées qui n'avaient pas l'habitude de Windows 10 et de macOS. Et maintenant, Apple est en train de jouer sur les deux tableaux. À la fois continuer à vendre des tablettes, et d'ailleurs l'iPad 2019 qui est beaucoup moins cher est très intéressant à ce niveau-là, et ils veulent également
faire en sorte que l'iPad Pro devienne une machine de productivité. C'est vrai qu'iPadOS est plus simple et plus complet à être utilisé en tant que système d'exploitation de tablette que n'importe quel autre système d'exploitation conçu pour des tablettes. Étant donné que Windows 10 n'est pas vraiment considéré comme un système d'exploitation de tablette. En tant que tablette, c'est toujours la meilleure tablette au monde. Rien d'autre, aucun autre produit n'est même proche de ce que permet de faire un iPad Pro. Trop bon pour quelqu'un qui veut juste une tablette pour jouer ou pour regarder des vidéos ou pour naviguer sur le web. Mieux vaut aller sur une tablette Android Samsung Galaxy ou sur un iPad Pro 2019. Et en tant qu'ordinateur, donc pour une productivité professionnelle, au sens ordinateur portable ou ordinateur de bureau, voilà, mon sentiment est mitigé. Je pense que c'est bien mieux qu'il y a 2 ans, avant l'iPad Pro comme ça, ou mieux qu'il y a quelques semaines avant le support des trackpads, mais on sent que le système d'exploitation est encore en évolution et qu'il n'a pas encore terminé sa mutation. Personnellement, je crois beaucoup à la stratégie de Microsoft avec ses surfaces, et je trouve ça très intéressant de voir Microsoft construire des fonctionnalités mobiles à partir d'un OS de bureau Windows 10, un OS d'ordinateur portable, et Apple se diriger vers les fonctionnalités de bureau à partir d'un OS mobile, donc iOS, iPadOS. Quoi qu'il en soit, cet iPad Pro n'a jamais autant ressemblé à une Microsoft Surface, et ça c'est quand même important à souligner. Donc je dis pas que ce sera mieux qu'un MacBook Air pour tout le monde, car c'est pas le cas. Par contre, si vous cherchez à acheter un outil informatique dans l'écosystème Apple pour, disons, allez, 900, 1000 euros, 1200 euros, vous pouvez hésiter entre un MacBook Air et un iPad Pro selon votre situation et votre usage. Je dois admettre qu'après les changements que j'ai vus sur l'iPad Pro et les changements d'iPadOS, l'iPad Pro est un ordinateur qui est, allez, correct. Pas pour tout le monde. C'est pas mauvais non plus, c'est pas excellent. Je recommanderais vraiment à peut-être des étudiants ou à des créateurs de contenu qui veulent une machine pratique, mobile, transportable. Mais pour moi, sera très compliqué d'avoir la même productivité, la même efficacité que sur un MacBook Air ou sur un ordinateur portable sous Windows 10. Voilà, c'est tout pour moi. Merci de m'avoir suivi et j'espère que vous allez apprécier cette vidéo et je vous encourage à aller voir les autres vidéos de la team Frandroid. Ciao, à bientôt.